Dans cette émission, on reçoit traditionnellement des auteurs, des réalisateurs, des chanteuses, des écrivains, bref, des artistes. Une fois n'est pas coutume, nous recevons un chef d'entreprise ou plutôt un ex-chef d'entreprise. L'objectif n'est absolument pas de parler de la gestion d'une société du CAC 40, mais de connaître le regard que cet homme porte sur son parcours. Cet homme, c'est Loïc Le Floch-Prigent. Quel est le bilan qu'il dresse maintenant qu'il s'est enfin posé? Quelle est sa philosophie de vie? Quel est le regard qu'il porte sur son passé, mais aussi sur la société dans son ensemble? On en parle avec lui. Bonsoir Loïc Le Floch-Prigent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va rappeler rapidement votre carrière. Après un début dans la fonction publique, vous devenez PDG de ce qui s'appelle à l'époque Rhône-Poulenc et vous participez au redressement de cette entreprise. On vous connaît surtout pour vos fonctions à la tête d'Elf Aquitaine, qui est à l'époque le premier groupe industriel français, et vous serez ensuite président de Gaz de France, puis de la SNCF. Et puis, les affaires vous rattrapent. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez tourné la page des scandales politico-judiciaires ? Oui, complètement. Disons que c'est de l'histoire ancienne. Je n'ai pas fait que ça, et j'ai fait beaucoup de choses depuis. Donc c'est une période de ma vie qui a été un peu agitée, et dont on peut dire qu'elle a surtout irrité et maintenu en difficulté les gens de ma famille. Il faut voir que la famille souffre énormément de ces moments-là. Bon, pour le reste, la vie continue. J'ai eu une belle vie, j'ai une belle vie. Alors, vous le disiez, vous faites beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses depuis. Parmi les choses que vous avez faites depuis, il y a notamment l'écriture, puisque vous avez écrit différents livres sur différents sujets, mais entre autres pour expliquer justement ce qui s'était vraiment passé, pour expliquer les conditions de votre incarcération. Cette démarche d'écriture, elle a été bénéfique ? Ah, tout à fait, parce que c'était quelque chose d'absolument indispensable. J'ai écrit un nombre de pages extrêmement important quand j'étais en cellule, et puis ensuite je me suis référé à ce que j'avais écrit pour en tirer un certain nombre de choses que j'avais envie de dire et d'expliquer. La première chose que j'ai envie d'expliquer, c'est quelle a été vraiment ma vie. Et donc j'ai fait un livre qui s'appelle Le Mouton Noir, puisque c'était la manière dont le président Mitterrand m'appelait. Et donc j'ai expliqué comment le Mouton Noir est né en Bretagne et ce qu'il a vécu jusqu'à ce que le livre soit en impression, c'est-à-dire 2014. Donc il y a encore... Je voulais en parler justement de cette expression de Mouton Noir. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs qui ne sont pas familiers avec cette appellation? C'est simple, c'est que à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je faisais, l'ensemble de son entourage venait le voir en lui disant mais non, c'est pas bien, il est en train de faire des choses abominables, il faut absolument l'arrêter. Donc et puis ça réussissait. Alors ça réussit parce que c'est de la chance. Alors, il disait ben oui, il y a des moutons et puis il y en a un noir qui visiblement fait les choses différemment et puis ça marche parce que les moutons noirs vivent finalement et se reproduisent aussi. Il y a le mouton à 5 pattes et puis il y a le mouton noir. Alors, on sait peu, mais vous écrivez également des polars à vos heures perdues. Donc, si j'ai bien compris, ces heures perdues sont souvent la nuit. Des polars qui ont une double particularité. La première, c'est qu'ils se passent dans les années 60. La deuxième, c'est que la toile de fond, c'est vraiment la Bretagne. C'est dans des villages bretons avec des personnages en Bretagne. J'ai eu envie de faire revivre la période de la fin de mon adolescence en Bretagne. Et j'étais à Trébordin, dans les Côtes-d'Armor. Et avec un cousin au départ, j'ai inventé un personnage qui est un mélange d'individus que nous avons eus dans notre enfance. Et puis j'ai considérer que le polar était une manière de raconter la façon dont on vivait à cette période, qui a l'air reculée, enfin qui était quand même uniquement une cinquantaine d'années auparavant. Et donc je me suis pris au jeu. Alors j'ai fait un premier roman qui a eu beaucoup de succès en Bretagne, un deuxième qui a eu moins de succès, il faut bien avouer, et puis le troisième est sous presse et doit sortir en octobre. Je ne sais pas quel va être son sort. C'est un refuge pour vous, l'écriture ? Complètement, oui. Une manière... Moi, je me concentre assez facilement et lorsque je suis en train d'écrire, je suis tout à fait à l'histoire que je raconte ou au sujet que je traite. Et pour moi, c'est un exutoire essentiel parce que j'ai des tas de choses à dire que je n'arrive pas à formuler facilement, et l'écriture me permet à la fois de lire et de relire ce que j'écris et de préciser ma pensée. Et il faut à certains moments préciser sa pensée. Et donc vous faites ça la nuit ?
En partie. La nuit et le jour, en train, en avion, dès que j'ai un moment de libre, soit je lis, soit j'écris. Et ça a toujours été ça un peu ma vie. J'ai beaucoup lu, hein, et puis j'écris beaucoup, puisque je fais un blog toutes les semaines sur l'industrie. Donc toutes les semaines, les gens qui ont envie de me lire peuvent me lire sur ce qui arrive à l'industrie française en ce moment. Alors, on viendra après, effectivement, sur votre blog et sur ce que vous écrivez sur l'industrie. Parmi vos nombreux écrits, parce qu'effectivement, il y a le polar, il y a l'industrie, il y a aussi la pêche. Ça aussi, on va en reparler tout à l'heure. Hein. Vous avez beaucoup écrit sur la pêche à pied, qui est une activité qui vous passionne. Donc aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, retranché en Bretagne. La Bretagne, ça représente vos racines. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez souhaité vous y installer ? Je pense que je suis installé en Bretagne, je suis breton, et donc c'est le plus haut pays du monde. Alors, il ne faut pas trop le dire pour qu'il ne soit pas envahi. Bon. Alors j'ai fait 110 pays à peu près dans ma vie. J'ai vu des choses magnifiques, mais à chaque fois que je viens en Bretagne, je revis. Et donc, un peu jugé parti, parce que voilà. C'est je suis jugé parti, bien sûr. Mais à chaque fois, je revis. Et la pêche à pied, pour moi, c'est magnifique, parce que je me trouve tout seul dans une nature absolument splendide, que je connais, et que je ne connais pas, c'est-à-dire que je redécouvre à chaque fois, puisque les marées changent d'amplitude, et donc à chaque fois il y a quelque chose de nouveau, des rochers, voilà. Et ça c'est exceptionnel pour moi, et c'est la manière dont je me revivifie. Et en particulier les marées d'équinoxe, je ne les ai jamais manquées depuis l'âge de 5 ans. On voit bien à quel point, effectivement, vous vous ressourcez sur ce territoire de votre enfance. Alors, à part la pêche, à part l'écriture, comment est-ce que vous occupez désormais vos journées ? Alors, je suis industriel aussi. Alors, plus grand industriel, mais petit industriel, avec des entreprises qui sont passionnantes, dont je suis, alors on peut dire, le président, le mentor. Enfin, non, je ne suis pas dans le quotidien. Je ne suis pas dans le quotidien. Il y a quelqu'un qui fait le quotidien, mais je regarde ce qui est fait, et j'essaie que les gens travaillent au mieux. Et une entreprise industrielle, parce que je parle d'industrie industrielle, une industrie, c'est quelque chose de vivant, que ce soit petit ou grand, c'est les mêmes problèmes qui sont posés, et c'est passionnant. Et je suis, d'une certaine façon, il y a des gens qui sont addicts à la drogue, moi je suis addict à l'industrie. Vous qui êtes un fin observateur du monde contemporain, que ce soit les aspects économiques, industriels ou politiques, quels vous paraissent être les principaux défis pour l'avenir ? Écoutez, le principal défi aujourd'hui, c'est d'arriver à redéfinir une démocratie avec l'espèce de folie Internet qui a conduit chacun à s'estimer compétent en appuyant sur un bouton. Donc il faut arriver à revenir sur des aspects scientifiques réels et non pas sur des lubies. Il faut arriver à ce que la démocratie fonctionne et que chacun n'ait pas le sentiment de pouvoir lui-même organiser l'État parce qu'il a quelque chose de précis à faire ou à demander et qu'on ne lui donne pas, par conséquent c'est insupportable. Donc il faut retrouver le sens du collectif, et l'Internet est en train de nous faire perdre le sens du collectif. C'est un vrai défi, et c'est un défi aussi industriel, parce qu'il y a une tendance à l'individualisme dans l'action industrielle, alors que c'est le collectif qui va permettre à l'industrie et aux services de se développer, de satisfaire la clientèle et de satisfaire les individus qui sont dans les sociétés. Alors, il y a un autre défi qui semble vous tenir à cœur, hein, vous allez me dire si je me trompe, c'est l'écologie. Alors pourquoi et comment est-ce que vous, à votre niveau, vous vous impliquez sur ces sujets-là ? Alors, l'écologie, c'est la nature, et la nature est définie par le fait que l'homme a toujours cherché à dominer la nature. Et là, vous avez des gens qui sont, de mon point de vue, des idéologues. Ces idéologues vous disent non, il faut revenir à l'état naturel. Alors moi, je ne veux pas revenir au diplodocus, et je ne veux pas revenir à l'âge de la pierre, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est il faut maîtriser la nature, parce que l'homme l'a toujours fait, l'homme a toujours été un prédateur, mais il faut essayer de comprendre comment le faire intelligemment. L'écologie politique nous dit il ne faut plus faire d'enfants, il ne faut plus prendre de voitures, il ne faut plus prendre d'avions, il ne faut plus prendre de terrain, il faut arrêter, la croissance c'est fini, etc. Ça c'est absurde, c'est pas ça qui va se passer, c'est pas ça le désir profond de l'humanité. Le désir profond c'est de progresser, et il faut maintenant progresser intelligemment en utilisant au mieux la science. Donc je me trouve
en but à ce que j'appelle l'idéologie et les ayatollahs verts, si on veut, et disons que je dis non, c'est pas comme ça. La défense de la nature, c'est pas ça. Moi, je suis pêcheur à pied. Moi, je sais ce que c'est que la nature. Je suis également agriculteur et je fais une partie d'agriculture moi-même parce que j'aime ça. J'aime jardiner, j'aime cultiver. Et ce n'est pas ce que vous dites. Hein, ce que vous êtes des bobos qui êtes dans votre univers en considérant que tout le monde doit faire comme vous et que vous avez le bien par rapport au mal. Ben vous ne représentez pas le bien. Le bien, ce n'est pas ça. Vous parliez tout à l'heure, à l'instant, d'une crise du collectif et d'une tendance à l'individualisme. Pourtant, on a observé ces derniers temps des vrais mouvements collectifs, notamment avec les Gilets jaunes. Quel regard vous portez sur cette crise sociale que traverse la France aujourd'hui ? Je crois qu'au départ, et je les ai beaucoup rencontrés là où j'étais, en Bretagne et dans les autres endroits où je travaille, il y avait un vrai sujet. Et je pense qu'ils ont développé des vraies idées, et en particulier mais sans arriver à comprendre ce qu'il disait. Quand il disait j'ai pas assez d'argent, je paye trop d'impôts, je paye trop ci, je paye trop ça, ils n'ont pas compris ce qui arrivait. Alors un exemple, c'est que d'un côté, on leur dit vous allez être écologique parce que vous avez des éoliennes. Et puis de l'autre, on observe que les éoliennes coûtent 25% de plus pour l'électricité. Donc, et ils n'ont pas fait le rapprochement. Et personne n'a fait ce rapprochement parce qu'on a continué à célébrer le propos individuel de chacun comme si c'était un propos particulièrement intelligent. On les a fait parler, ils sont devenus des vedettes. Et puis, il n'y avait pas l'explication de ce qu'ils disaient. Et donc, on se retrouve embuté. Une partie des gens ont arrêté de militer parce qu'ils disaient, mais non, les gens qui nous représentent, entre guillemets, ne sont pas ceux que nous espérions avoir, et puis de l'autre, là, on est parti encore une fois dans l'idéologie, c'est-à-dire on a des mots d'ordre que nous avions connus par le passé avec tous les partis idéologues de la planète, et on fait 3 ou 4. Alors on dit le référendum d'initiative citoyenne, c'est la solution à quoi? On ne sait pas à quoi c'est la solution, mais c'est la solution, etc. Donc on a des mots d'ordre, et on prend ces mots d'ordre et on se promène en faisant plus ou moins de violence dans les rues. Donc je pense qu'il y a eu une dérive, c'est-à-dire qu'il y avait un premier moment où les Gilets jaunes ont été l'exutoire d'une société qui était en difficulté, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Plutôt que de lui expliquer, on lui a dit taisez-vous. Et de l'autre, un certain nombre de gens ont pris la parole et ont dit des inexactitudes. Voilà, donc c'est ça. On en revient dans une certaine mesure à la crise de la démocratie que vous évoquez à l'instant. Absolument. C'est pour ça que je suis parti de la démocratie. Et la boucle est bouclée. Alors vous vous êtes beaucoup revenu sur le devant de la scène également ces dernières semaines pour commenter l'affaire Carlos Ghosn et d'ailleurs prendre plutôt le parti de l'ex-PDG. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de prendre la parole sur ce sujet-là ? Parce qu'un industriel, c'est quelqu'un qui réussit l'industrie. Et que Carlos Ghosn est probablement un des industriels les plus brillants, non pas de la France, mais du monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a bâti quelque chose avec une idée et qui a réussi à construire un monument exceptionnel. Bon. Et puis cet individu, à un moment, connaît une difficulté parce qu'il est en train d'arriver sur ses 65 ans. Il faut qu'il voit comment son œuvre va se maintenir. Et là, dans la mesure où il y a une entreprise japonaise, une entreprise française, il faudra savoir comment tout ça va s'équilibrer. Il a une idée, il essaie de la développer, et les Japonais ne sont pas d'accord. Et il l'exprime, on le sait. Nous, les industriels, on le sait. Et plutôt que d'essayer de convaincre Carlos Ghosn, il l'exécute. Et les Français, plutôt que de dire « mais il avait une idée, essayons de défendre l'idée », laisse exécuter cet individu. Or, pour moi, ce qu'il fallait, c'était défendre l'individu, parce qu'il avait une idée, et que c'est cette idée qui pouvait vraisemblablement maintenir son œuvre vivante, avec cette double culture. C'est compliqué, hein, des Japonais et des Français étant devenus la première entreprise mondiale d'automobile, c'est pas évident pour maintenir l'équilibre. Et donc, il fallait surtout pas exécuter Carlos Ghosn. Voilà. Alors après, je n'ai pas pris parti sur ce qu'il avait fait.
en dehors d'industriels, donc j'ai défendu l'industriel Carlos Ghosn. C'est-à-dire, quand on a un génie, on ne le tue pas. Quand on a Einstein en face de soi, on ne le tue pas. Quand on a Galilée, on ne le tue pas, etc. Est-ce que vous aviez envie de défendre, c'était l'idée que de cet homme, ou c'était par sens de la justice? Parce qu'on pourrait très bien imaginer que vous étiez tranquillement en train de pêcher ou d'écrire vos polars sur votre côte bretonne, que vous n'aviez pas spécialement de raison d'aller, entre guillemets, vous mouiller ou à vous exposer. C'était vraiment un sens de la justice de se dire... Il est victime de quelque chose qui est injuste et c'est pas normal, ou c'était l'idée qui vous séduisait, l'idée qu'il avait, ou les deux? Il était révoltant que l'on utilise des bruits de couloir pour foutre en l'air un génie industriel. C'est révoltant, voilà, c'est tout. Vous avez un vrai souci de la justice. Et en plus, je ne le connais pas. Et disons que si jamais vous me demandiez d'aller passer mes vacances avec lui, je dirais j'ai pas tellement envie comme ça, première vue, c'est pas la personne que je choisirais. Vous voyez, donc j'ai pas d'affect particulier pour l'individu, mais pour l'industriel, je considère que ce qui a été fait est incorrect et qu'il y aurait dû avoir des voix au gouvernement, comme chez les patrons français en exercice, puisque je ne suis plus en exercice, je suis en semi-exercice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le défendre, en disant mais non, on fait pas ça. C'est impossible. Alors maintenant, on est en train de partir sur les droits de l'homme. Il n'y a pas que les droits de l'homme, il y a aussi les droits de l'industriel. Et ce qu'on m'a dit à l'époque, dernièrement, c'est, vous comprenez, en pleine affaire des Gilets jaunes, on ne pouvait pas défendre un patron. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne peut pas défendre les patrons parce qu'il y a les Gilets jaunes dans la rue, mais les Gilets jaunes comprennent très bien que les patrons, c'est les patrons, et s'ils ont de bons patrons, les entreprises dans lesquelles ils sont fonctionnent bien. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche l'efficacité. En quoi est-ce que le fait d'avoir les gilets jaunes empêche de défendre Carlos Ghosn? Mais ça m'était dit sur le plateau. 4 journalistes qui m'ont dit ça. J'ai dit bon, je comprends pas. Alors on va continuer à parler de valeurs. Là on parlait de la valeur de justice, de votre révolte par rapport à ce qui s'est passé. On va continuer à parler de valeurs. Ça va peut-être vous paraître un petit peu surprenant, mais je vais quitter ce plateau. Je vais vous laisser seul. Alors, vous étiez la bienvenue. Oui, c'est très sympathique, mais vous allez continuer à m'entendre. Je ne disparais pas complètement. Je ne disparais qu'à moitié. Je vous dis à tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui, tout à fait. Formidable. Vous avez devant vous un repose-pied. Si vous voulez poser vos jambes, installez-vous confortablement. Je suis très confortable. C'est parfait. Le principe de cette seconde partie, c'est le suivant. Je vais vous proposer différents mots-clés, 4 au total. Et pour chacun d'eux, je vous propose de me dire ce qui vous inspire. Je vous avais promis qu'on allait reparler de pêche. Alors le premier mot, c'est pêcheur. Ça me suggère mon activité, je dirais pas principale, mais l'activité que j'ai depuis l'âge de 5 ans et à partir de laquelle je me suis nourri pendant mon enfance et qui continue à être un phare, sans jeu de mots, dans mon existence actuelle. C'est-à-dire que j'ai l'horaire des marées, je connais les marées importantes, c'est compris entre 20 et 120, et je vais à la pêche à pied dès qu'on dépasse 110 avec une bande d'amis et de la famille. Voilà. Sur la couverture de l'un de vos livres, qui s'intitule « La crevette et le champignon », vous posez non pas en costume cravate, mais en tenue de pêcheur. C'est une mise en scène qui n'est pas complètement anodine. Quel message est-ce que vous aviez envie de faire passer avec cette couverture? C'était à une période où on me tapait beaucoup dessus. Et puis j'ai toujours eu le problème des écologistes qui considéraient que j'étais un affreux pollueur, parce que j'avais été chimiste et que j'étais pétrolier, et je voulais leur montrer que il y avait autre chose dans la vie et que je savais aussi faire la pêche à la crevette. Et là, il se trouve que la photo, c'est une photo en Irlande, où comme les Irlandais n'aiment pas beaucoup les crevettes, ni les homards. Ils ont plutôt tendance à manger du mouton et des pommes de terre. Il y a des pêches fantastiques à faire et j'allais chaque année à une semaine de pêche à l'automne en Irlande. Voilà. Alors, vous le disiez à l'instant, vous pêchez depuis que vous avez 5 ans. Depuis que vous êtes à la retraite, enfin la retraite, c'est une semi-retraite, parce que je vous trouve extrêmement actif pour quelqu'un à la retraite. En revenant à des basiques tels que la pêche ou la cueillette, est-ce que c'était aussi pour vous une façon de revenir à l'essentiel, de revenir à la terre nourricière ? Je n'ai jamais quitté l'essentiel, mais je voulais expliquer aux uns et aux autres, et en particulier à ma famille, qui compte énormément pour moi, que l'essentiel était l'essentiel, et que, ma foi, les péripéties de l'existence n'étaient pas très importantes.
Alors la pêche, ça nécessite aussi un sens de la stratégie qui peut peut-être avoir des points communs avec celle requise quand on est un capitaine d'industrie. Vous voyez des points communs en termes de stratégie ou pas du tout? Stratégie, c'est bien dire, mais c'est surtout que l'industrie est une affaire de savoir et savoir-faire, et que la pêche également est une question de savoir et savoir-faire. Et donc, si jamais on ne sait pas, eh bien on ne peut pas. Et lorsque je vois beaucoup de gens qui essaient de faire de l'industrie avec leur bureau, un ordinateur, les tableaux Excel, et qui regardent des chiffres et qui pensent qu'avec ces chiffres ils vont pouvoir diriger, eh bien je pense qu'ils ont tort, parce que il y a derrière tout industriel et derrière toute action humaine, il y a la capacité de dialoguer avec les autres et surtout de savoir et de savoir-faire. Vous parliez de tout à l'heure de votre famille, et c'est vrai que les gens qui attaquent, que ce soit sur des sujets comme les vôtres ou des tout autres sujets, n'ont pas toujours pleinement conscience du fait qu'il y a parfois une famille autour qui peut être blessée. Vous, comment alors, vous êtes personnellement très fort, vous avez surmonté un certain nombre d'épreuves. Comment est-ce que vous avez vécu ce qu'ont pu traverser vos proches? Alors moi, je pense que les ravages sont essentiellement familiaux. C'est-à-dire l'individu qui est attaqué, il est attaqué, bon voilà, il est attaqué, il sait en prenant les fonctions que ça peut arriver, que ce soit un chef d'entreprise ou un homme politique. Bon. Par contre, les ravages faits à la famille, la façon dont, de plus en plus d'ailleurs, on va chercher la famille pour trouver des capacités de faire avouer ou d'humilier est absolument insupportable. Et la façon, et c'est ce que j'ai dit la dernière fois, puisqu'on a parlé de Carlos Ghosn, la façon dont on a humilié la femme de Carlos Ghosn lors de son dernière arrestation m'a rappelé beaucoup de mauvais souvenirs, et à ma famille aussi. J'imagine. Alors c'était une forme de transition vers un autre terme, puisqu'on parle de la Bretagne, on parle souvent de météo quand on parle de Bretagne, bonne ou mauvaise, et donc je vais vous orienter vers le mot tempête. Les tempêtes, c'est à la fois quelque chose de merveilleux et quelque chose d'insupportable. Et donc moi, lorsque je suis dans certains coins de France et qu'on me dit il y a du vent, je dis il y a du vent, qu'est-ce que c'est que le vent? Et oui, il va y avoir du vent. Effectivement, la notion de vent entre ce qui peut se passer près de Genève et ce qui peut se passer en Bretagne est très différente. Donc je crois que la tempête, c'est quelque chose de magnifique, et qu'il faut savoir dominer, et il faut savoir que la nature, et je reviens toujours à la nature vous envoie des messages à travers les tempêtes, les orages, qu'il faut savoir interpréter intelligemment. Et c'est souvent pas le cas. C'est-à-dire que l'ensemble des commentateurs a le sentiment que les ravages faits par la nature sont occasionnés par l'homme qui a voulu et qui a fauté. Je ne le pense pas. Il y a toujours eu des tempêtes, mais l'essentiel de l'humain, c'est de savoir rester droit dans la tempête. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On va voir si dans les événements que nous sommes en train de traverser, les gens savent rester droit dans les orages. En ce qui vous concerne, vous avez eu le sentiment de parvenir à rester droit face aux tempêtes? Grâce à ma famille. Tout seul, je n'aurais pas réussi. Je crois qu'il faut essayer de voir la façon dont un individu peut être partie d'un tout. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le collectif, dans la symbiose. Et donc on est quelque chose, mais on est on est en liaison avec ses parents, sa femme ou son mari et ses enfants. Et si jamais dans la tempête cet assemblage ne tient pas, eh bien c'est la véritable catastrophe. Ce n'a pas été le cas, et j'en suis à la fois étonné et ravi. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la violence de la tempête détruit beaucoup de choses sur son passage. Parfois, elle peut embarquer certains aspects de votre vie. Donc, vous avez eu la chance d'avoir une famille qui vous a soutenu.
Souvent, dans ces cas-là, les amis peuvent s'avérer décevants. Je voudrais parler avec vous de la notion de loyauté, notion qui est souvent mise à rude épreuve dans ce type de cas. Je pense que le nombre d'amis est faible. Mais il y a des moments où, lorsqu'on a un niveau élevé, le nombre de laudateurs est extrêmement important et on a tendance à confondre les relations et les amis. Ce qu'il y a de plus dramatique, c'est lorsque on a des gens dont on estimait qu'ils étaient près de vous, avec qui on avait eu des relations alors amicales, et qui sont les premiers à vous planter le couteau dans le dos et à dire mais non, je le connais à peine, je ne sais rien, etc. Et il est clair que quand je vois la manière dont les gens qui connaissaient bien Carlos Ghosn, ce qui n'est pas mon cas, se comportent avec lui, je revis des scènes qui me sont arrivées parce que je connais beaucoup de gens qui étaient proches de moi et dont la première idée a été non pas de se séparer de moi, ce qui était tout à fait humain et compréhensible, mais surtout de m'écorcher et de donner une série de mensonges inutiles, parce que ça les empêchait simplement de se regarder devant la glace lorsqu'ils passaient devant. Et à ce moment-là, vous avez éprouvé quoi? De la déception, de la colère? Non, je suis quelqu'un de résilient, donc j'avais déjà exposé au départ que ça risquait de m'arriver. Quand ça m'est arrivé, j'ai considéré que c'était normal. Simplement, j'ai été déçu par quelques individus, et je suis toujours. Enfin bon, lorsque je me promène, ils changent de trottoir, et moi je garde le mien. Après le calme, la tempête, dit le proverbe, et inversement souvent aussi. Quels sont précisément vos outils à vous pour retrouver le calme après le tonnerre? Mon outil principal, c'est d'être tout seul à réfléchir avec un livre ou avec une feuille de papier blanc. Pour moi, c'est essentiel de pouvoir réfléchir et d'une part, la lecture m'aide à réfléchir, c'est clair, et il y a des gens qui écrivent des choses passionnantes aujourd'hui comme hier, et puis par ailleurs, une feuille de papier blanc, il faut que j'écrive, je dis voilà, où j'en suis par rapport au sujet qui m'intéresse aujourd'hui, et j'écris. Et j'écris, alors de temps en temps, ces écrits sont publiés, de temps en temps, ils ne le sont pas. Certains ne le méritent pas, parce que quand je me relis, je trouve ça très mauvais. Donc heureusement que je ne les ai pas sortis. Mais voilà, mais pour moi, la solitude est essentielle. Alors cette solitude, je l'ai retrouvée, on revient tout à l'heure à la pêche à pied. La pêche à pied, c'est à la fois collectif et individuel. La chasse aux champignons, c'est pas une pêche vraiment. La chasse aux champignons, c'est pareil, mais et l'activité dans la nature, c'est-à-dire le jardinage ou l'activité d'agriculteur, c'est également assez solitaire. Donc finalement, je prône le collectif, mais je suis moi-même très souvent solitaire. Voilà. Vous évoquiez des lectures qui vous donnent à réfléchir, qui vous permettent d'avancer. Est-ce que vous en avez une en tête que vous avez lue récemment, au moins récemment, et qui vous a vraiment permis de cogiter, d'avancer? Oui, non, je pense que j'ai beaucoup aimé tout ce qu'écrivent Finkielkraut, Pascal Bruckner, enfin des gens que j'ai connus par ailleurs, et donc je réfléchis énormément sur la manière dont les religions sont en train d'évoluer et dont certaines d'entre elles produisent des fanatiques. Oui, enfin, je dois avouer que c'est un sujet qui m'importe beaucoup, ayant vécu une partie de ma vie au Moyen-Orient et étant devenu maintenant incapable physiquement d'y aller, et compte tenu des situations dans lesquelles ces pays sont plongés, et il faut quand même essayer de comprendre ce qui s'est passé et comprendre aussi d'une certaine façon ce qui se passe chez nous.
Alors, puisque vous parliez à l'instant de religion, je saisis la balle au bond. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'établir un lien entre tempête et puissance divine? Oui, enfin, je suis agnostique et par conséquent, je considère qu'il existe quelque chose et que ce quelque chose a effectivement un rôle. Maintenant, comme je ne sais pas qui c'est, je ne suis pas dans l'état de mes parents et grands-parents et de considérer qu'il suffit d'aller à l'église pour lui parler. Donc, je n'ai pas cette capacité. C'est dommage pour moi. Mais eux sont très contents. Pourquoi vous dites que c'est dommage? Parce que vous pensez que ça aurait pu vous aider? Je reconnais que ma mère, qui va de façon permanente à l'église et qui a un contact très proche avec la prière, est capable de résoudre des problèmes en ayant un sentiment d'échange avec une puissance divine. Ce sentiment d'échange, je ne l'ai pas. C'est pas quelque chose qui vous a appelé de votre côté? Qui nous a quoi? Vous vous êtes pas senti appelé par ça avec cet exemple maternel, non? Pas du tout. Pas du tout, mais je respecte ma mère qui a 97 ans, qui est une bonne catholique et qui fait les choses dans l'ordre et la méthode conformément à ce qu'elle croit. Alors, la Bretagne, c'est un territoire avec un temps souvent orageux, hein, quoi qu'on en dise. Mais pas du tout. Il fait le soleil tous les jours, simplement pas à n'importe quelle heure. C'est ça. Alors, à l'image de votre vie aussi, hein, avec des moments de soleil et des moments plus brumeux, voire plus orageux, à l'image de votre caractère aussi? Oui, c'est de temps en temps, je suis résilient, comme tout Breton, et puis de temps en temps, je pique des colères froides, mais je pique des colères, oui, comme le temps. Exact. Alors, on va rester sur des considérations un peu géographiques, après avoir parlé de tempête et de météo. Je voudrais vous parler du terme désert. Le désert, il peut être géographique, comme il peut être intérieur. Qu'est-ce qui vous inspire, ce terme de désert? C'est une des grandes découvertes pour moi, ça a été de partir au Sahara. C'est clair que désert Sahara. Voilà. Bon. Alors après, j'ai une attirance pour le désert, peut-être pour la solitude. Qu'est-ce qu'il faudrait juste rebondir sur le Sahara? Qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans cette expérience? Qu'est-ce que vous en avez appris? Pour moi, j'étais dans un endroit où on était en train d'essayer de trouver des flèches préhistoriques, là. Et puis, il n'y avait personne autour de nous, absolument personne. Et soudain est arrivé un type qui venait de nulle part, avec un fagot de bois, qui est passé vers nous, qui nous a fait un petit signe et qui est parti pour nulle part aussi. Donc il n'y avait pas âme qui vive, mais sur des kilomètres, puisqu'on était arrivé en avion, on n'avait vu personne, et le type était tranquillement en train de marcher, il savait où il allait, et il avait un petit fagot de bois, parce qu'il fallait qu'il fasse le feu, j'imagine. Et ça m'a bluffé. Alors après, j'ai eu envie de faire une marée de Janet à Tamanrasset, et puis ça s'est pas fait pour des raisons professionnelles, parce que à l'époque il fallait que je sois proche d'un téléphone, ça n'a pu se faire. Mais c'est une attirance folle pour le désert. Et alors lorsque j'ai à la télévision, j'ai des films sur les déserts, je trouve ça absolument extraordinaire. Je peux regarder des heures le désert. Voilà. Alors, le désert sert souvent de cadre à tous les commencements. Pourtant, ce n'est pas un endroit où il fait bon demeurer, parce que dans le désert, on manque de tout. C'est un lieu d'épreuve pour vous, le désert? C'est un lieu qui est complètement incompréhensible. Voilà. C'est-à-dire qu'il fait froid la nuit, il fait chaud, même trop chaud le jour. Les gens viennent on sait d'où. Les gens qui sont les nomades, qui sont là, ont l'impression de tout connaître et on peut marcher des kilomètres, il n'y a rien, puis soudain il y a quelque chose. Donc c'est un lieu de l'irrationnel. Et disons qu'à force d'être dans le monde rationnel dans lequel je vis en tant qu'industriel, le fait d'avoir
un monde irrationnel comme le désert est quelque chose de merveilleux. Voilà. C'est ça qui vous fascine parce qu'effectivement... C'est mon contraire. Le désert est mon contraire. Donc c'est ça qui vous fascine parce qu'effectivement, c'est vrai que vous le dites très, très, très justement, c'est un lieu où il fait froid la nuit, on crève de chaud le jour, on se perd, on n'a pas ni à boire ni à manger et pourtant on sent chez vous, quand vous en parliez tout à l'heure, une vraie attirance. C'est justement parce que c'est votre contraire, c'est ça qui vous fascine autant? Oui, je pense. C'est ce que je vous ai dit. C'est mon contraire. C'est ce que je devrais haïr et ce qui me fascine. Bon, voilà. On a quelquefois des perversités bizarres. Et là, la perversité pour le désert, c'en est une. Intéressant en tout cas. Donc le désert, il est soit géographique, soit intérieur. On parle de désert psychologique, voire de désert spirituel pour certains ou certaines. Cette traversée du désert, elle renvoie à des périodes difficiles, à des périodes solitaires, parfois à des périodes pleines d'amertume. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette traversée du désert ? Je vous ai dit, avec le sentiment de retrouver les vrais amis et la famille, et plutôt un sentiment de plénitude. Alors, en dehors de tout je dirais les postures et les choses extérieures que je devais faire et qui ne m'intéressaient pas. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est donc que le désert peut servir de cadre à tous les commencements. Hein. Souvent, la traversée du désert ouvre sur un temps nouveau. Oui, oui. Le désert transforme, le désert mûrit. Il est parfois la source d'un nouveau départ. Comment, vous concernant, vous pourriez qualifier ce nouveau départ ? Je pense que après avoir connu le Capitole et puis ensuite la roche tarpéienne, il était intéressant de vivre tout simplement. Et je vis aujourd'hui avec les gens que j'aime et je fais les choses que j'aime. C'est-à-dire que dès que quelque chose m'embête, j'arrête de le faire. Ce qui, malheureusement, n'a pas été le cas pendant les années où j'étais président de grande société. Il fallait que je fasse des choses qui m'embêtaient. Le désert, c'est aussi souvent une expérience de dépouillement, puisqu'on le disait à l'instant, on manque de tout, dépouillement effectivement de nourriture et d'eau, mais dépouillement aussi des sécurités rassurantes, dépouillement des rêves de possession. Ça vous a apporté quelque chose, cette traversée du désert, par rapport à ces sujets-là de dépouillement ? Non, pas vraiment. Parce que vous savez, j'ai eu une enfance bretonne assez stricte. J'ai vécu les années d'après-guerre en faisant du camping. Le problème du dénuement, c'est pas un problème qui me touche beaucoup. Alors je sais qu'on a beaucoup posé cette question en disant mais alors les conditions dans les prisons, c'est embêtant, c'est terrible. Non, c'est pas le sujet. Le sujet c'est essentiellement la liberté. Soyons clairs, dans le désert on est libre et en prison on ne l'est pas. Et disons que si jamais aujourd'hui je lutte contre les idéologies qui empoisonnent l'existence économique, c'est surtout qu'elles sont liberticides. C'est-à-dire qu'on essaie de me dire que telle chose doit être faite pour des raisons qui n'en sont pas. Donc c'est le caractère liberticide de la société actuelle non collective avec des individualismes exacerbés, c'est ça la réalité de ce que je combats aujourd'hui. C'est intéressant que vous me parliez de liberté parce que précisément quand on parle de désert, on pense souvent au terme d'exode et l'exode finalement c'est l'aspiration à la liberté. Oui, exactement. Et donc, alors c'est peut-être pas si contradictoire que soit que j'aime le désert. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. Bon, mais possible. Enfin, en tous les cas, pour moi, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de me déplacer, la liberté est absolument indispensable. C'est-à-dire que un jour, quelqu'un, je ne dirais pas qui, parce qu'il rougirait, m'a dit « Tu n'as pas le droit de penser ça », et ça a été pour moi quelque chose d'affreux. D'accord. En quoi est-ce que quelqu'un peut me dire que j'ai pas le droit de penser ? Pas possible. Voilà. Pour en finir sur le terme désert, c'est souvent dans le désert que l'on découvre sa propre fragilité. Est-ce que vous avez découvert, à l'occasion de cette traversée du désert, des fragilités dont vous n'aviez pas connaissance ? Oui, plus que ça. Plus que des fragilités. Des fêlures, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est clair. Bon, mais il faut vivre avec.
Hein. Donc, c'est ça la résilience à laquelle je faisais allusion. C'est-à-dire que, mais oui, bien sûr. Il y a des moments où on ne se connaît pas et des moments qui sont extrêmement importants pour se connaître. Et les moments que j'ai traversés sont importants pour se connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est difficile d'empêcher de parler. Alors, on va vous écouter parler avec plaisir, on ne va pas du tout vous en priver, pour nous dire ce que vous inspire le mot pardon. C'est essentiel, c'est le mot essentiel pour moi. C'est-à-dire que j'ai compris, et c'est la traversée du désert dont vous parliez, j'ai compris que il était inutile d'en vouloir, de m'en vouloir, de vouloir aux gens qu'ils étaient comme ils étaient, et que, ma foi, il fallait, pour que ils puissent vous pardonner, il fallait pardonner aussi. Donc c'est une attitude commune désormais chez moi, c'est que je n'aime pas qu'on dise du mal des gens en considérant qu'aucun pardon n'est possible. Alors on a droit de dire voilà ce qu'il a fait, mais on n'a pas droit de lui seriner tout le temps. Alors j'ai trouvé à cet égard que la société française, après avoir jeté aux orties Alain Juppé, le fait de l'avoir nommé au Conseil constitutionnel était une manière de dire que la société française était capable de pardonner. Je trouvais ça pas mal. Alors on dit souvent que les conditions au pardon, c'est d'une part d'être libéré du regard des autres, mais c'est aussi de réussir à se séparer du poids d'une forme de culpabilité. Ça a été votre cas ? C'est-à-dire que le fait d'avoir, au cours de des séances difficiles que j'ai dû supporter, dire pour avoir la paix finalement des choses que je n'avais pas commises ont été sûrement très formateurs pour moi. Écoutez, moi j'ai envie d'avoir la paix, faites-moi ce que vous voulez, mais l'essentiel pour moi c'est la vie. Pensez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, moi j'ai envie de vivre et j'ai envie que ma famille vive. Et donc j'ai considéré que c'était la bonne méthode pour survivre. D'autres n'ont pas eu cette façon de voir et ont considéré qu'il fallait qu'ils continuent à afficher leur vérité et à avoir raison. Moi, je m'en fiche à cet égard. En ce qui me concerne d'avoir raison ou tort, l'essentiel, c'est que je puisse vivre et que ma famille puisse vivre confortablement. Ce qui est le cas, j'espère. Alors on vous sent en effet très résilient et justement par rapport à ce que vous disiez à l'instant, que ça vous est égal d'avoir raison ou tort, est-ce que vous pensez que l'orgueil nous empêche de demander pardon et que l'humilité, au contraire, nous permet peut-être de laisser de côté notre personne pour chercher l'intérêt de l'autre ? Oui, c'est l'humilité, de toute façon, indispensable si jamais on veut être un bon chef d'entreprise, un bon industriel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout et on a la nécessité d'écouter ce que disent les uns et les autres et de comprendre ce qu'ils savent et d'essayer de se mettre à leur niveau. Donc tant que l'humilité n'existe pas, il n'y a pas de bonne industrie. Donc ça tombe des cartes pour moi, comme dirait un joueur de cartes que j'ai été. Alors, il y a ceux qui vous en ont voulu, puis il y a sans doute ceux à qui, à un moment donné, vous en avez voulu de chercher à vous salir. Vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la rancœur asservit alors que le pardon libère ? Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Il faut avoir tendance à oublier. Voilà. À oublier. Bon, d'ailleurs, c'était très difficile d'ailleurs pour les gens lorsque moi j'ai oublié les choses, de les voir, eux ne pas oublier les difficultés qu'ils m'ont créées et essayer de se cacher. Voilà. Mais moi,
Ça m'est complètement indifférent. Je vis, encore une fois, comme j'ai dit au départ, j'ai une belle vie, j'ai eu une belle vie, et c'est l'essentiel. Eh bien, écoutez, on va continuer à parler de l'essentiel. Je vais revenir sur le plateau avec vous. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de ces mots-clés. À tout de suite. Alors, vous vous êtes ouvert, Loïc Le Floch-Prigent, sur un certain nombre de choses et on vous en remercie. S'il fallait répondre à la question suivante, pour résumer tout ce que vous nous avez dit, pour répondre à la question « Qu'est-ce que finalement vous avez appris au fil de ce voyage assez étonnant qu'est le vôtre, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un voyage assez atypique. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez retenu ? L'essentiel pour moi, c'est que la liberté était quelque chose de fondamental et qu'il fallait la conserver pour les générations futures. Et leur donner les capacités de comprendre quand la liberté était en difficulté pour réagir par rapport à cette difficulté. Voilà, c'est ça que j'essaie de faire passer à mes enfants et petits-enfants aujourd'hui. Alors on va terminer en douceur avec un questionnaire de Proust un peu revisité. Si vous aviez aujourd'hui une baguette magique entre les mains que venait vous remettre une fée miraculeuse, qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique ? Quel rêve est-ce que vous réaliseriez ? Bien, j'ai envie d'aller à l'île de Pâques, parce que ça a toujours été pour moi une question. Comment c'est possible que ces gens-là aient fait ça ? Voilà. Alors, je ne vais pas le trouver en allant à l'île de Pâques, mais je regrette de ne pas être allé à l'île de Pâques. Vous n'y avez encore jamais été, vous avez beaucoup voyagé. Non, jamais été, parce que j'avais pas de raison d'aller au Chili. Vous pouvez toujours trouver dans ma carrière professionnelle des raisons pour aller au Chili, j'en ai pas trouvé. Et après, quand on est à Saint-Chili, il y a encore pas mal d'heures pour arriver à l'île de Pâques. Et, voilà. Et donc, plus le temps passe, et plus je me dis que ça va être compliqué, parce que je supporte de plus en plus mal les décalages horaires, qu'il va y en avoir beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez comprendre exactement en allant là-bas ? Comment des civilisations ont pu bâtir ces espèces de figures extraordinaires en étant si isolées ? Comment ? Alors, j'ai envie de vivre ça. J'ai l'impression, de la même façon que lorsque je vois les alignements de Karnak, je peux passer des heures sur les alignements de Karnak et mon imagination fertile conduit à dire mais comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient, etc. Et là, j'ai le sentiment que je ne trouverai pas de réponse à la question que des millions de scientifiques se sont posés, mais j'aurai ma réponse à moi. Et tant que j'y vais pas, je peux pas avoir cette réponse parce que je ne vis pas. Et c'est là où le contact du terrain que j'expliquais tout à l'heure en tant qu'industriel est important. Tant que je suis pas sur le terrain, je sais que je n'arrive pas à bien réfléchir. Quel est le don de la nature que vous voudriez avoir ? Don de la nature. Vous écrivez, vous pêchez, vous avez été un très bon capitaine d'industrie. Quel est le don de la nature que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir ? J'aurais été être musicien. Alors, j'ai une famille qui est de musiciens, donc, et moi, je suis mauvais. et j'adore la musique. Il n'est jamais trop tard. Non, je suis mauvais. Non, j'ai de l'oreille, mais j'ai pas ce qu'il faut. Non. Je m'interrogeais tout à l'heure en vous écoutant et je me disais finalement qu'est-ce qui lui fait peur, parce que vous avez vécu effectivement des choses étonnantes, pas toujours faciles, loin s'en faut. Vous avez été malade, vous me disiez tout à l'heure que la question c'était de savoir si vous seriez encore en vie. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'on fasse mal à ma famille. Qu'on fasse ça, pardon ? Mal à ma famille. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ça m'a peur. Et donc vous les protégez au maximum ? C'est insupportable pour moi. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez un être humain ? Ce qui vous touche le plus ? J'expliquais ça justement hier. C'est-à-dire que il y a des gens qui rayonnent et des gens qui ne rayonnent pas. Et je suis sensible au rayonnement. Alors après, on peut m'expliquer qu'ils sont plastiquement plus ou moins beaux. Là. Mais il y a des gens très laids qui rayonnent et des gens très beaux qui ne rayonnent pas. Je suis sensible au rayonnement.
Et il est lié à quoi précisément pour vous ce rayonnement, à la flamme intérieure qui brille en chacun de nous? Richesse intérieure, oui. Oui, oui. C'est ça auquel je suis sensible et c'est ça qui me fait dire que quelqu'un est beau ou pas, ce qui surprend quelquefois. Alors on a pas mal parlé d'écriture dans cette émission, à la fois les auteurs que vous aimez lire, donc j'ai bien noté Finkielkraut et Pascal Bruckner, les livres que vous écrivez. Si vous étiez vous un personnage de fiction et non plus un animal, que ce soit un personnage de fiction mort ou vivant, réel ou imaginaire, vous seriez qui? Moi, j'aurais bien aimé être le capitaine Haddock, parce que j'adore la bande dessinée, Ouais. et moi, je me suis retrouvé dans le capitaine Haddock. Avec parfois des sparadraps collés au dos. Voilà, entre autres. Mais bon, voilà. Donc, pour moi, c'est voilà. Personnage de fiction. Et alors, quelquefois, les gens qui ne se rappellent pas de mon nom, parce que ça termine par Flock, me disent Haddock. Je dis non, c'est pas Haddock. En plus, ça rime, ça mais, me colle, oui. ça me colle à la peau comme un Comme le sparadrap. sparadrap. Quelle est la question qu'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez qu'on vous pose? On ne pose pas beaucoup de questions en général. Là, vous m'en posez beaucoup, mais les Si, gens... vous faites des plateaux régulièrement. Vous étiez encore pendant 1h30 récemment sur le plateau de TF1 ou de LCI. Si, vous continuez. Vous avez même une retraite extrêmement active. Non, vous êtes encore très souvent invité. C'est-à-dire que j'aimerais qu'on me pose des questions. La question, mais qu'est-ce qui vous fait vraiment continuer? Voilà. Et on me la pose jamais. Et alors, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? J'ai l'impression que j'ai pas fini. Voilà. Et que si je continue pas, ça voudra dire que c'est fini. Donc j'ai l'impression d'avoir encore des choses à dire et des choses à faire. Voilà. Donc vous avez peut-être peur quand même de quelque chose, c'est que ce soit fini, parce que vous me disiez que vous n'aviez pas peur de grand-chose, manifestement. Je sais que ça va finir, mais j'ai envie de continuer. Donc, si vous voulez, dans cette... je reprends au bon votre question. C'est-à-dire dans cette atmosphère de jeunisme que nous avons connue depuis 2 ans, on oublie que l'humain, c'est à la fois de l'explosion et de l'expérience, et qu'on peut effectivement redécouvrir le fil à couper le beurre de façon permanente, mais que l'expérience n'est pas inutile. Et je voudrais que on pose la question, et dans telle situation, est-ce que vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous avez des choses à dire? Et disons que j'ai quelquefois le sentiment que les gens que je vois agir partent d'une page vierge. Et il n'y a pas de page vierge. Nous sommes dans une longue filière d'expériences qu'il faut écouter et dont il faut tirer le meilleur parti. Alors, il ne faut pas non plus être sans arrêt en train de mélanger les périodes historiques en disant voilà, l'histoire que nous avons vécue en 1933, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui va arriver, c'est-à-dire Hitler revient. Vous voyez, donc c'est cette espèce d'anthropomorphisme historique qui est quelque chose d'absurde. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'effacement possible de ce qui a été fait, et nous avons tous un peu de Néandertal en nous. Donc, vraisemblablement, nous avons des réactions Néandertal. On ne sait pas, mais ça arrive. C'est sur cette vertu de l'expérience que nous allons conclure. Merci beaucoup d'être venu vous livrer, Loïc Le Floch-Prigent, sur votre parcours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, et vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet ktotv.com. À très vite.